Voici l'analyse d'un chat. 2 oreilles, une queue, 2 yeux, 4 pattes, une conception assez simple et une bonne qualité de fabrication. Tout comme les autres animaux qui, à première vue, semblent être parfaits. Mais derrière cette belle apparence, l'évolution a dissimulé de nombreuses erreurs que personne n'était censé découvrir. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'on ne connaît toujours pas très bien les océans. C'est pourquoi les gens qui ont découvert cet étrange poisson à la surface ont été très surpris. Il ne ressemblait à aucune espèce connue. Personne n'avait jamais vu rien de tel. Le grand avaleur est un petit poisson qui peut mesurer jusqu'à 25 cm et qui aime vivre le plus profondément possible dans l'océan. On pense qu'il peut descendre jusqu'à 3,9 km de profondeur. Autant dire qu'il n'était pas facile à découvrir. Jusqu'à ce que l'évolution fasse une erreur. Le grand avaleur se nourrit de poissons qu'il avale en entier. Grâce à son estomac élastique, il peut avaler des proies de plus de 2 fois sa longueur et de 10 fois sa masse. C'est une sorte de hamster sous-marin. La seule différence, c'est que les hamsters recrachent ce qu'ils avaient caché, afin de pouvoir ensuite le manger lentement et par morceaux. Le grand avaleur n'a pas cette possibilité. L'évolution n'a tout simplement pas donné à ce poisson la capacité de recracher, et la cupidité du grand avaleur peut causer sa perte. Il lui suffit d'avaler un poisson de 4 à 6 fois sa taille pour signer son arrêt de mort. Il lui est impossible de digérer complètement de telles proies, qui se mettent donc à se décomposer, libérant des gaz qui font remonter le grand avaleur à la surface. C'est ainsi que les humains ont découvert l'existence du grand avaleur. Ils ont simplement attrapé une étrange chose. Mais vous savez, même s'il parvient à digérer sa proie, j'ai l'impression que la vie d'un grand avaleur ne doit pas être des plus simples. Je veux dire, ça peut pas être pratique de nager avec un truc aussi énorme. Il a l'air aussi ridicule qu'un élève d'école primaire avec un sac à dos géant. Et si un prédateur le repère, ou s'il reste coincé quelque part, ou qu'il heurte quelque chose? Hé, l'évolution, quel choix étrange! T'as fait aucun effort, pas vrai? Et c'est pas la seule fois où l'évolution a créé quelque chose d'incompréhensible et de pas pratique du tout. Regardez par exemple la façon dont les girafes donnent naissance. Pendant ce processus, la femelle ne s'assoit ou ne s'allonge pas, comme le font beaucoup d'autres animaux. Ça pourrait endommager le long cou du bébé. La vie de ce dernier commence donc par un défi, sauter d'une hauteur de 2 mètres, sans équipement de protection. Aïe, c'est pas comme ça que je voyais ce moment. Et les animaux dont les défenses ou les cornes percent le crâne simplement à force de pousser. L'évolution n'a rien inventé qui permette d'éviter ça. Quelle personne saine d'esprit concevrait un élément qui tue l'animal après un certain temps? C'est absurde. Je pense que si c'était les humains qui créaient les animaux, ils essaieraient sans doute de prendre en compte toutes les contraintes et de corriger toutes les erreurs. Ça fonctionnerait peut-être pas du premier coup, mais au fil du temps, à force de nouvelles versions, on apprendrait à créer des organismes qui approchent la perfection. Parce qu'on essaie de comprendre comment et pourquoi ils fonctionnent. Voici un exemple simple. Les voies respiratoires d'un être humain sont trop proches de son œsophage, et en cas de problème, on risque de s'étouffer et de suffoquer. C'est très mal conçu. On peut être tué par la simple envie d'assouvir sa faim. D'une certaine manière, on est comme le grand avaleur. Mais est-ce qu'on aurait pu éviter ce problème? Bien sûr que oui. En fait, la nature a la solution. Les baleines. Ces grands mammifères ont développé des évents sur le sommet de la tête qui ont le même rôle que les narines chez les autres mammifères. Ça signifie que les baleines n'ont pas besoin de sortir toute la tête de l'eau pour faire pénétrer l'air dans leurs poumons. En plus, cette particularité anatomique fait que la trachée et l'œsophage sont séparés, de sorte que les baleines ne risquent pas de s'étouffer avec de la nourriture ou de l'eau quand elles plongent. Imaginez comme c'est pratique. Si un humain s'étouffe en mangeant, il ne peut compter que sur l'aide d'autres personnes qui connaissent la manœuvre de Heimlich. Les baleines n'ont pas à se soucier de ça. Elles peuvent nager et manger à leur gré. Si seulement les humains pouvaient concevoir les animaux. Je pense vraiment qu'on pourrait faire de la planète un meilleur endroit, ou au moins améliorer notre propre corps. L'important étant que les technologies permettant de tout changer tombent entre de bonnes mains. Enfin, du moins pas dans de telles mains. En fait, c'est un peu frustrant. Voyez par vous-même, grâce à l'évolution, la vie sur Terre est passée de micro-organismes à d'énormes dinosaures, de stupides têtards aux êtres humains. C'est génial! Alors pourquoi il n'a pas été possible de tout planifier pour éviter de créer des adaptations manifestement infructueuses? Comment de telles choses peuvent se produire? Eh bien, j'ai la réponse à cette question. L'évolution ne réfléchit pas. Pas du tout. Elle n'a pas un plan précis pour chaque espèce, ni même en général. Aucun projet, aucune direction à suivre, aucune idée à réaliser à l'avenir.
L'évolution ne prend en compte que le meilleur taux de survie des individus. Si certaines variations génétiques s'avèrent efficaces à cet égard, alors à la génération suivante, davantage d'individus en hériteront. Mais l'évolution ne peut pas esquisser de meilleures caractéristiques et développer ensuite un ensemble de gènes qui produiront ces caractéristiques. En d'autres termes, elle agit avant de réfléchir. Mais l'évolution ne réfléchit pas. Quoi ? Avoir de longues pattes t'a aidé à faire beaucoup de bébés? Très bien, tous tes descendants auront de longues pattes alors. Comment ça, elles rendent la marche difficile? Eh bien, débrouille-toi, c'est ma pause déjeuner. Tout le monde connaît ce genre d'employé, irresponsable, paresseux et en plus sacrément lent. Mais c'est un peu étrange de réaliser qu'il est responsable de la création de toute vie sur Terre. Mais non seulement on peut améliorer le travail de l'évolution, on peut aussi l'accélérer, en laboratoire seulement. Mais ça fonctionne à peu près de la même manière que pour les diamants artificiels. Ce qui prend à la nature plusieurs milliers d'années, un humain peut le créer en quelques semaines seulement. Enfin, l'évolution en laboratoire prend plus de temps que ça. Ce que font les scientifiques peut être appelé sélection non naturelle. Par exemple, ils sélectionnent la protéine présentant les caractéristiques les plus souhaitables, puis la font muter en laboratoire pour l'améliorer continuellement. Mais en fait, ils utilisent à peu près les mêmes outils que ceux qu'on trouve dans la nature. Rien de surnaturel là-dedans. C'est juste qu'ils savent exactement ce qu'ils font. En conditions de laboratoire, il est possible d'atteindre des vitesses de plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles qu'on trouve dans la nature. En d'autres termes, l'évolution pourrait théoriquement aller beaucoup plus vite qu'elle ne l'a fait sur Terre, et peut-être dans une meilleure direction. Aujourd'hui, l'humanité apprend à maîtriser l'évolution, parfois sans le savoir. Mais toute adaptation est un mécanisme évolutif, même s'adapter à la coexistence avec des humains. À cause de la chasse à l'ivoire, on voit apparaître des éléphants avec de petites défenses. Les ailes des hirondelles de rocher sont devenues plus petites car ça leur permet de mieux manœuvrer sur les routes très fréquentées où ces oiseaux construisent leur nid. À Porto Rico, le lézard Anolis cristatellus a développé des orteils plus collants et des pattes plus longues qui l'aident à s'accrocher aux bâtiments. Même la mésange charbonnière a développé un long bec pour extraire la nourriture des mangeoires. Et tout ça, c'est de l'évolution qu'on a accélérée sans l'aide d'aucun laboratoire. Certaines études qualifient à juste titre les humains de superprédateurs, qui font évoluer les animaux 300% plus vite qu'ils ne le feraient naturellement. 300%! Les animaux qu'on chasse essaient de rapetisser et de se multiplier le plus tôt possible avant que les humains ne les attrapent. C'est plutôt avisé, mais j'arrive toujours pas à réaliser à quel point on peut affecter la nature. Et je prends même pas en compte l'élevage, qui, entre nous rend beaucoup plus cool que l'évolution naturelle ordinaire. Et pas seulement à cause de la vitesse. Vous avez déjà vu des bulldogs? Ils peuvent être très mignons, mais comme c'est souvent le cas avec les races artificielles, leur apparence attrayante a un coût élevé pour la santé des chiens. Dans le cas des bulldogs, il s'agit de sérieux problèmes respiratoires. Mais on peut y remédier. Il suffit de sélectionner les bons gènes lors de la reproduction pour que les chiens retrouvent la santé. Peut-être que ça affectera l'apparence de la race, mais bon. Qu'est-ce qui est le plus important? Et voici un fait intéressant pour vous. L'évolution est incapable de faire une telle chose. Elle ne peut pas simplement annuler les changements s'ils s'avèrent inutiles. Le chemin évolutif est une route à sens unique. Mais il se passe quoi si un animal ne peut pas survivre à cause de changements désavantageux? Eh bien, il meurt. Et l'évolution continue. On fera mieux la prochaine fois. Pas étonnant que certaines espèces décident de ne placer aucun espoir dans l'évolution. Pas avec une telle attitude. Mais c'est pas grave, elles sont capables d'accélérer leur développement par elles-mêmes, et sans l'aide des humains, des laboratoires et du génie génétique. Certains animaux volent des gènes. Oui, vraiment. Les scientifiques pensaient que seules les bactéries agissaient ainsi lorsque, par exemple, elles diffusaient des caractéristiques telles que la résistance aux antibiotiques. Mais une étude de 2010 a prouvé que de plus gros animaux sont également capables de vol génétique. Les pucerons se présentent sous différentes couleurs, et leur sort en dépend souvent. Les coccinelles chassent les rouges et les guêpes les verts. Contrairement aux flamants roses, dont la couleur résulte de leur régime alimentaire, les pucerons synthétisent eux-mêmes leurs pigments. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'origine, les pucerons ont emprunté ça à un champignon. Ça semble étonnant et très compliqué à la fois, mais de minuscules insectes ont vraiment obtenu leur gène de cette curieuse manière. Ils ont probablement fait ça pour échapper aux attaques de certains prédateurs. Et il faut bien l'admettre, c'est ingénieux en soi. À plus.